Bonjour, je suis professeur Jabel, je suis de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Stade, l'université Hassan Ier. D'abord, quelques petites remarques. Donc, je commencerai d'abord par le fait que nous avons essayé durant presque 6 ou 7 séances. Donc, on a entamé le premier semestre, plutôt le deuxième semestre, par un certain nombre de séances. Ça nous a permis plus ou moins donc d'introduire au cours, et puis on a repris donc presque la bonne partie qui porte sur l'histoire. Donc ce qui fait, ça me ramènerait, si vous voulez, sur la deuxième partie, mais rien n'empêche, je rappellerai quand même les grandes lignes qu'on a pu donc voir jusqu'à maintenant. Un petit détail, nous sommes dans l'obligation donc de voir ce cours, si vous voulez, d'une manière un petit peu je dirais trop courte. Je crois que la pandémie du coronavirus s'impose et ça fait que j'essaye de vous rappeler un petit peu l'essentiel des éléments qu'on aura traités. Déjà donc j'ai mis à votre disposition l'essentiel des documents donc études que vous allez porter. Donc jusqu'à maintenant, dans la première partie, j'ai traité presque la spécificité donc du droit international. Et là, c'est une partie qui nous intéresse puisqu'on a repris plus ou moins les grands axes sur la juridicité, notamment du droit international public. On s'est posé donc beaucoup de questions sur presque les différents courants qui ont pu donc répondre parce qu'il y en a certains qui contextent plus ou moins la juridicité du droit international. Il y a d'autres courants, au contraire, qui essaient plus ou moins donc de la démontrer. Donc, durant ce passage, j'ai essayé plus ou moins donc de montrer, donc presque un axe, la suprématie du droit international. Et là, on a donc reconnu à travers aussi bien la pratique arbitrale que judiciaire, si vous voulez, les différentes dispositions qui ont été prévues donc au niveau de la matière. Reste que aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de revoir, de présenter, si vous voulez, l'aspect qui m'intéresse, c'est plutôt la formation des droits internationaux. Et là, je vous invite en fait à rester sur ce schéma classique. Notre propos nous semble donc un moment particulier qui nécessite à ce qu'on se demande, peut-on revenir un petit peu dans l'histoire pour qu'on puisse, si vous voulez, se demander s'il y a oui ou non droit international, ou plutôt se focaliser sur une date plus ou moins précise, puisque presque à partir de 1949, avec la création de la Commission des droits internationaux, nous avons donc, je ne dirais pas établi un code, mais on a bien permis à cette commission de le mettre sur une sorte de plateforme qui a permis donc de reprendre les grands éléments, donc si vous voulez, qui constituent ou qui accordent une formation des droits internationaux. Donc le schéma classique qui fait que c'est vrai depuis presque l'Antiquité, avant même, donc puisqu'on s'intéresse un petit peu à la préhistoire, là, vous le savez plus que moi, parce que nous n'avons rien de spécial, sauf que ce que nous accorde un petit peu l'archéologie. Donc, de temps en temps, on revient sur quelques éléments donc, qui rappellent s'il y a oui ou non un droit international. Puis, on s'est intéressé à la phase de l'Antiquité. Rappelez-vous bien que la civilisation grecque romaine a pu apporter avec un grand nombre d'auteurs, notamment Aristote, Platon et d'autres, déjà dans quelques éléments. Et nous sommes vers une expansion d'un droit international vers l'Europe, vers le nord de l'Afrique. Donc il y avait quand même quelques premières prémices. Puis une époque qui nous a beaucoup plus intéressés, elle reste très courte. On parle d'ailleurs du Moyen-Âge, elle est très courte, mais elle reste tout de même marquée par 2 événements essentiels. Vous avez donc d'une part l'arrivée du christianisme, qui va marquer un petit peu un apport assez considérable apporté donc au niveau de la juridicité du droit international, et bien plus tard, quelques siècles, 7 siècles plus tard, l'arrivée donc de l'islam. Et puis on s'est projeté un petit peu vers la phase qui nous intéresse, c'est celle de la reconnaissance. Donc caractérisée par les différentes révolutions, notamment culturelles et industrielles, là, la communauté internationale commence plus ou moins à voir une expansion assez particulière
à travers laquelle on a pu forger quand même un certain nombre de règles intéressantes. Et puis, nous nous sommes mis plus ou moins dans le contexte, notre contexte actuel, c'est presque l'époque contemporaine. C'est vrai entre les deux premières guerres, deux événements assez particuliers qui ont permis donc à ce que la communauté internationale doit revoir, juste à partir de cette date 49-47 si vous voulez, par la création donc plutôt la création de la Commission des droits internationaux, déjà une base. Donc à partir de cette date-là, nous nous sommes mis bien d'accord de voir que tout ce qui a été fait reste plus ou moins assez important, mais plutôt le travail se fait à partir déjà de l'élaboration de la Charte des Nations Unies, à travers ce qui a été fait donc par différents documents que j'ai essayé donc de mettre à votre disposition. Alors quand on se demande, si vous voulez, sur la formation, sachez tout simplement que ce que je cherche, c'est le renvoi en fait à des sources formelles, notamment des droits internationaux. Et là, je m'intéresse presque aux différentes techniques qui ont bien permis d'affirmer, si vous voulez, une règle qui appartient d'abord au droit positif, en faisant naître surtout les obligations entre différents sujets des droits internationaux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va donc énumérer un certain nombre de sources. Je focalise votre attention particulièrement sur l'article 38, notamment du statut de la Cour internationale de justice. Je cite que la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les déférents qui lui sont soumis. Donc, à travers cette disposition, vous allez voir durant presque les différents alinéas, déjà on mentionne comme première source les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, et qui établissent en quelque sorte les règles expressément reconnues donc par les États en litige. Vous avez la deuxième alinéa, c'est la deuxième source, c'est la coutume internationale, comme une preuve d'une pratique en quelque sorte générale, acceptée comme étant donc le droit. Puis vous avez les principes généraux du droit, reconnus donc par les nations civilisées. Et enfin, sous réserve, si vous voulez, de la disposition de l'article 59, je cite notamment les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, notamment des différentes nations, considérés comme moyens auxiliaires, notamment de détermination de ces règles. Bien sûr, les récentes dispositions ne portent pas atteinte, surtout à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, donc notamment de statuer ex aequo ex bono. En fait, quand on revient à cette disposition, notamment à l'article 38, je dirais, du statut de la CIG, regardez que déjà, la création de ces sources n'est pas faite ex nihilo, mais correspond à la reprise presque d'un projet d'énumération des sources du droit international, formulé presque depuis 1907, notamment à la création de la Cour internationale de prise maritime, et puis l'article 38 énumère les sources du droit international, alors sans hiérarchisation. Vous allez donc reprendre les traités, les coutumes, les principes généraux du droit, qui sont par conséquent placés presque sur le même pied d'égalité. Et ce sont, selon cet article, des sources directes du droit international. En revanche, la jurisprudence internationale et même la doctrine sont presque les moyennes auxiliaires, notamment je dirais, qui déterminent ou qui ont déterminé les règles de droit. Et là, troisième remarque, eu égard en quelque sorte à l'évolution qui s'en est suivie presque du droit international, cet article s'avère presque aujourd'hui incomplet. C'est vrai, d'une part, il ne fait pas mention en fait des actes des organisations internationales, surtout intergouvernementales, et notamment les résolutions. C'est presque une panoplie de travail qu'on ne peut pas donc citer, mais rien n'empêche d'énumérer donc ce travail qui est considéré comme un élément essentiel dans la formation du droit international. D'autre part, l'idée d'une certaine hiérarchisation du droit international semble s'affirmer de plus en plus. Et là, je fais tout simplement allusion
à la conception du jusqu'au gain. On aura l'occasion, je vous ai donné quand même un document et je reviendrai, si vous voulez, sur cet aspect particulier du droit international. Donc je fais allusion aussi bien à la Convention de Vienne de 1969 et à celui du traité multilatéral général. Alors ainsi, pour une présentation d'ensemble, si vous voulez, de cet aspect qui nous intéresse aujourd'hui, donc on va essayer d'aborder d'abord les modes de formulation conventionnelle. C'est presque le chapitre 1. Ensuite, je reprendrai les modes de formulation non conventionnels. Et enfin, on va essayer un petit peu de nous pencher sur ce qu'on appelle les normes subsidiaires. Donc, je vais essayer, dans tous les cas, de reprendre, de résumer ces chapitres, parce que c'est ça ce qui m'intéresse. Alors, quand on évoque les modes de formation conventionnelle, je fais allusion, de manière particulière, à ce que j'appelle les traités internationaux. Déjà, je reprends brièvement, par définition même, un traité peut être défini au sens large, pas comme un accord de volonté, et là je souligne le mot de volonté, entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destinés à produire des effets de droit. Là encore, c'est une deuxième expression qui nous interpelle. Je reviendrai bien sûr largement sur les effets de droit et qui sont régis par le droit international. Regardez que cette définition suggère certaines remarques. Un, déjà sur le plan terminologique, en disposant que le terme traité désigne tout accord international. Donc ça implique les sujets, les acteurs du droit international, que ce soit les États, les organisations ou même les individus. On aura donc l'occasion de parler d'autres acteurs. Quelle que soit sa détermination particulière, la Convention de Vienne confirme déjà l'existence d'une pluralité de déterminations. D'autres classifications des traités ont été suggérées. J'ai fait allusion notamment des traités bilatéraux, des traités multilatéraux, d'une part, accords en forme simplifiée ou traités en forme solennelle. Et depuis presque la création de l'ONU, vous avez donc eu 12 nouvelles classifications qui ont fait donc presque leur application. On fait appel aux traités interétatiques et traités conclus donc par les organisations internationales, puis traité bilatéral général et traité multilatéral restreint. Ou encore, on a fait une distinction entre ce qu'on appelle les traités-lois, qui formulent donc des règles de droit, et les traités donc contrats. Ajoutant à ceci quelques clauses ou dispositions finales qui informent sur les techniques relatives, réalisées notamment à la conclusion, surtout l'entrée en vigueur, la possibilité de modification, les réserves, etc. Et enfin, la signature, bien sûr, des hautes parties contractantes. Avec la date, les lieux de cette opération, il arrive que souvent la rédaction d'un accord international soit plus sommaire ou même plus compliquée lorsque le traité est formé donc de plusieurs instruments juridiques. Alors, quand on reprend un petit peu la définition, regardez, peu importe, on aura peut-être l'occasion de le dire, vous aurez donc autant de traités qui ne prendront pas plutôt la même forme, mais dans sa structure générale. Un traité comprend au moins 4 axes. Vous avez un préambule, ce que nous appelons en arabe dibaja. Vous avez en plus un dispositif, bien sûr qui diffère d'un traité à un autre, etc. C'est presque un ensemble d'articles, de dispositions, répartis en parties ou en chapitres ou en titres. On aura donc à reprendre quelques exemples. Et en troisième lieu, vous avez ce que j'appelle les clauses ou les dispositifs finaux, que je viens donc de citer tout à l'heure, et qui informent sur les différentes techniques. Et enfin, la signature, bien sûr, de ces hautes parties-là. J'en ai évoqué l'élément, mais l'essentiel, vous êtes sur ces 4 axes essentiels. Alors, voilà ce qui m'intéresse durant ce chapitre-là, c'est plutôt toute une procédure à laquelle nous sommes tenus, ou du moins les acteurs, je fais allusion aux États, aux organisations internationales, notamment au niveau de la conclusion d'un traité. Donc vous aurez presque à voir 2 éléments essentiels. Quelle est la procédure à suivre durant la conclusion d'un traité? Et deuxièmement, s'il est question,
ce qui nous intéresse, c'est de faire appel en fait aux effets des traités, parce qu'un traité qui ne produit pas d'effet de droit n'aura pas donc d'importance. Et là, je fais presque allusion aux éléments. C'est toute une procédure assez particulière. On ne doit pas se contenter de voir que l'acte de la signature, ce qu'on voit souvent, n'est-ce pas? Mais il y a toute une procédure auquel nous sommes donc censés donc suivre et auquel les États donc doivent suivre jusqu'à, si vous voulez, une étape assez particulière. Donc vous avez la signature, vous avez la ratification, vous avez donc l'adhésion, vous avez l'entrée en vigueur. Tous ces éléments ne suffisent pas. Le droit international, on en a accordé à travers la Convention de Vienne, bien sûr, d'autres instruments assez importants. Et rien n'empêche à ce qu'un État peut émettre des réserves. Et là, on verra dans quelles conditions. On peut même suggérer l'admissibilité, si vous voulez, de ces réserves, et même les effets que peut produire ces réserves. Et enfin, on aura donc à souligner de manière un petit peu brève la validité de ces traités ou même la nullité, parce que rien n'empêche un accord, un traité est valable, bien sûr, jusqu'à ce que l'une des parties peut révéler son annulation pour une raison ou pour une autre. Et je fais allusion, bien sûr, aux éléments classiques, notamment la violation des droits internes, l'erreur, le dol, la corruption, la contrainte, etc. Du moment qu'on a donc cet instrument entre les mains, qu'on a pu le ratifier, je reprendrai donc l'explication, vous allez voir que nous sommes tenus en quelque sorte à un enregistrement, à une publication. Et ça doit se faire normalement auprès des Nations Unies, juste pour éviter ce qui a été fait peut-être à un certain moment. Je fais allusion beaucoup plus à des accords secrets entre États. Alors quand on le publie, ça veut dire qu'on le met à la disposition des États, et puis on aura donc l'occasion de ne pas donc se voir derrière les coulisses pour peut-être cacher des informations utiles. Et enfin, je m'arrêterai brièvement sur ce principe assez particulier du jusqu'au 15. Donc si vous voulez, quand on reprend plus ou moins ces différents éléments essentiels, regardez que le travail de base se fait, c'est vrai, au niveau de la négociation. Alors déjà, je crois que l'idée est peut-être suggérée sur le fait que ce sont les représentants des États, qui sont d'ailleurs dûment mandatés pour une telle mission. Je parle de ce que j'appelle les plénipotentiaires. Je fais allusion notamment à la Constitution marocaine, article 55. Regardez que du fait de l'élargissement de la société internationale, la négociation, plus particulièrement des traités multilatéraux, se déroule presque aujourd'hui le plus souvent à l'initiative et puis au sein même d'une conférence internationale. Peu importe l'acteur qui suggère l'idée, mais souvent, quand on se met au niveau d'une conférence, ça supposait que j'ai évoqué la question, vous vous rappelez l'autre fois, c'est durant cette conférence internationale qu'on est censé donc se débattre sur un G, un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que les États concernés auront plus ou moins donc une idée sur un premier travail de base. Et c'est à partir de ce travail-là qu'on parle justement de négociation. Alors regardez que l'élargissement de cette société internationale avait bien permis, à travers donc ce premier travail, regardez qu'on garde quand même à l'archive les différentes propositions qui ont été faites. Et je vais vous dire plus tard dans quel sens on aura besoin du moment qu'on négocie un travail, on se met d'accord sur une idée à défendre sur un projet quelconque, vient donc la deuxième phase, c'est ce que j'appelle la phase de l'adoption. L'adoption se manifeste en quelque sorte par l'arrêt définitif d'abord du texte, n'est-ce pas, qui pour les traités multilatéraux peut se faire par un vote de la conférence. Ce n'est pas toujours évident de réunir un grand nombre d'États pour qu'ils se mettent d'accord sur un G ou sur une proposition particulière, et dans tous les cas, par une certaine authentification de la signature.
C'est-à-dire, c'est presque la troisième phase. Du moment qu'on aura un document, il faut que les acteurs concernés passent donc à la phase de la signature. La signature d'un traité se fait donc par les acteurs concernés, notamment les États, qui peut être soit définitive, s'il s'agit donc d'accords en forme simplifiée, c'est une distinction à faire, soit ad referendum, auquel cas donc il faudra bien sûr attendre en quelque sorte qu'il soit confirmé par les autorités donc étatiques compétentes. Ces trois éléments ne suffisent pas. Nous sommes donc, si vous voulez, dans le respect d'une procédure, mais qui fait encore appel à d'autres éléments essentiels. Vous êtes donc au niveau de ce que j'appelle l'expression de l'État de son consentement à être lié ou non. C'est normal. Alors là, il faut faire appel, bien sûr, à la Convention de Vienne, qui a différencié les accords en forme solennelle, pour lesquels l'expression par l'État de sa volonté de se lier doit se manifester par la ratification. Puis vous avez les accords en forme simplifiée pour lesquels, bien sûr, on considère que la signature des traités vaut à la fois authentification et expression définitive de la volonté de se lier. Alors, quelle que soit la procédure suivie, il n'existe pas de différence de nature entre ces deux catégories d'accords. Aujourd'hui, bien sûr, il faut juste le rappeler, pour des raisons pratiques, les accords en forme simplifiée représentent plus ou moins 60% des traités. On comprend un petit peu la multiplication donc des travaux qui se fait, le travail considérable, et on est presque, il y a tendance donc d'aller vers cette pratique beaucoup plus que d'autres. Puis la quatrième phase, que je considère quand même une phase d'implication, si vous voulez, des différentes instances de l'État concerné ou de l'acteur lui-même concerné, c'est la phase de la ratification. Alors dans la ratification, c'est presque l'acte par lequel l'autorité étatique, constitutionnellement, n'est-ce pas, compétente, peut conclure les traités, confirme la volonté de l'État de se lier par ce traité-là et s'engage bien sûr à l'exécuter, n'est-ce pas, donc devant le Parlement, devant le gouvernement, etc. Et là, on implique d'une manière ou d'une autre toutes les instances pour ne pas permettre, entre guillemets, seul à ce plénipotentiaire qui devait normalement assister donc aux différentes phases qu'on vient de souligner avant. La ratification reste donc cependant un acte discrétionnaire, je souligne donc l'expression, que l'État n'est pas donc tenu d'exécuter. C'est ainsi que les États-Unis ont, je cite un exemple parmi d'autres, ont pu donc signer le protocole de Kyoto, notamment sur les émissions des gaz à effet de serre depuis 1998, et refuser par la suite de le ratifier, le dépôt par les États de leurs instruments de ratification auprès des dépositaires du traité. Alors là, l'échange des instruments dans les cas du traité bilatéral doit se faire, et enfin, conditionne en quelque sorte l'entrée en vigueur de ce traité-là. Donc, c'est une procédure, ou plutôt c'est une phase de la procédure qui s'avère assez importante et qui s'impose, et qui nous ramène vers la phase qu'on appelle la phase de l'adhésion. L'adhésion, c'est cette procédure qui permet à l'État, à l'acteur concerné, qui n'a pas donc signé le texte, notamment d'un traité, d'exprimer en une seule fois son engagement. Et là, après presque un certain temps qui s'est écoulé depuis l'adoption donc des textes mêmes. C'est vrai que ça diffère, je dirais, de l'aval de l'État lui-même. Et on a certains accords qui ont pris beaucoup de temps, il y a d'autres qui ne dépassent même pas une année, mais on en voit, surtout pour des questions plus ou moins assez sensibles jusqu'à maintenant, les accords sur l'environnement ont pris beaucoup de temps, notamment pour ces États qui sont considérés comme concernés, surtout par, entre guillemets, cette pollution. Alors, il a donc la même portée qu'une signature suivie donc d'une ratification. Vient en quelque sorte enfin
l'idée de l'entrée en vigueur. Regardez que durant toute cette procédure, l'État s'engage en fait à poursuivre étape par étape, mais rien ne nous empêche de dire que nous sommes sur déjà cette phase, je dirais, la plus ultime, parce que c'est l'entrée en vigueur, c'est l'implication. Et cette implication, dès son entrée, l'accord, le traité, requiert déjà le caractère obligatoire entre d'abord les parties contractantes, de sorte que si un État n'observe pas le respect, et c'est ça ce qui m'intéresse, il engage sa responsabilité internationale. Je souligne la responsabilité internationale de l'État, puisque vous avez donc assisté d'une manière ou d'une autre à la négociation, vous avez signé, vous avez adopté, vous avez ratifié, vous vous êtes adhéré, mais l'implication réelle qui viendra à un moment bien déterminé, c'est l'entrée en vigueur. Donc là, c'est un engagement de la responsabilité donc internationale de l'acteur concerné. L'entrée en vigueur des traités dépend de la volonté donc d'abord des États contractants, tel qu'il est exprimé en général dans les clauses finales du texte lui-même, ça c'est un. En pratique, pour les traités bilatéraux, une distinction assez importante qu'il faut souligner, se réalise généralement au moment de l'échange des instruments de ratification. Alors, concernant les traités multilatéraux, les conditions peuvent être très diverses. Et c'est vrai, l'entrée en vigueur de ces traités dépend de la volonté, notamment, de ces États. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc, enfin, si nous suivons toutes ces étapes-là, tout l'essentiel se fait à partir de l'entrée en vigueur, parce que c'est un engagement réel de l'État lui-même. Mais regardez, l'ossature d'un accord, peu importe le nombre de dispositions, le droit international accorde tout de même, n'est-ce pas, aux différents acteurs d'émettre des réserves. Alors quand on évoque les réserves, on revient à une dimension assez importante qu'accorde le droit international. C'est vrai, nous nous sommes traités presque sur le même pied d'égalité, n'est-ce pas? Mais parfois, certaines exigences font que certains États ne peuvent pas s'engager d'une manière ou d'une autre, et le droit international leur accorde la possibilité. Je fais juste un petit rappel, la définition elle-même nous rappelle que une réserve, un État peut estimer au cours du processus de la conclusion d'un traité que certaines dispositions des textes, pas forcément le texte dans sa totalité, certaines dispositions ne lui conviennent pas, bien qu'il approuve la plupart des dispositions de l'accord. Il peut alors soit ne pas devenir partie au traité, c'est son droit, dans son ensemble, soit faire une déclaration unilatérale en vue donc d'exclure de son engagement ces dispositions. Alors, ça nous ramène un petit peu justement à l'essentiel, c'est-à-dire l'admissibilité de ces réserves. Oui, c'est vrai, la question de l'admissibilité a presque sébu une évolution, depuis presque 49. Avant la Convention de Vienne, le droit prévoit que toute réserve qui n'aurait pas été expressément prévue par le traité était donc en fait une nouvelle offre, et en conséquence un État conservatrice ne pourrait pas devenir partie. Alors cependant, cette pratique, et je vais essayer de conclure là-dessus, va connaître progressivement un assouplissement. D'ailleurs, la Convention de Vienne va apporter presque une réponse favorable à la réserve en posant donc les règles générales dans son article notamment 19. À cet effet, il prévoit donc qu'un État, au moment de signer, ratifier, d'accepter, d'approuver même un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve à moins que. Et merci de votre attention.